Oui, Donc, c'est bien. Et je vous adresse la parole, Léana, à vous. merci beaucoup. Bonjour à tous. Je voudrais remercier d'abord pour cette invitation de présenter ce projet. C'est un projet qui s'est déroulé de 2020 à 2022 et ma présentation va essayer de mettre en avant un petit peu les choses qui sont très importantes et pourquoi je pense on a reçu ce prix de la science ouverte. Donc le titre, c'est Structurer et ouvrir les données pour améliorer la durabilité des systèmes alimentaires. Ça, c'était le titre du projet DataSys Food. Et je vais commencer par me présenter. Je suis... attendez, c'était Philippe. Voilà. Donc, je suis enseignant-chercheur à AgroParisTech, qui est une école, une grande école du ministère de l'Agriculture. On a plus de 3000 étudiants, plus de 2500 enseignants-chercheurs, enseignants et cadres scientifiques, 23 unités de recherche, 5 InLab, une fondation et un réseau de plus de 25 000 étudiants et diplômés. On a 8 sites en France métropolitaine. Euh, et moi, je suis sur le site de Palaiseau. Donc, pour rappel, AgroParisTech, c'est une des composantes de l'Université Paris-Saclay. Et du point de vue recherche, je fais partie d'une unité qui s'appelle EMIA Paris-Saclay. C'est une unité en mathématiques et informatique appliquée qui est aussi située sur le plateau de Saclay. Du point de vue de l'organisation de l'INRAE, on fait partie du département Matnum, qui est un des plus petits départements de l'INRAE. Pour ordre de grandeur, INRAE, c'est environ 10 000 employés. Matnum, c'est 250 chercheurs à peu près. Et MIA Paris-Saclay, c'est une cinquantaine d'enseignants-chercheurs. Ici, c'est l'organigramme de notre unité de recherche. Donc, à gauche, vous avez la partie des chercheurs et enseignants-chercheurs en statistique, c'est l'équipe Solstice. Et moi et Stéphane Dervaux, qui participe aussi à cette présentation, nous faisons partie de l'équipe informatique qui s'appelle Equinox. Vous pouvez retrouver, moi je suis enseignante-chercheur à GoParisTech, Stéphane Dervaux est ingénieur d'études à l'INRAE. Donc c'est l'équipe d'informaticiens. On s'intéresse à la connaissance experte, modélisation interactive et apprentissage pour la compréhension et la prise de décision dans les systèmes complexes dynamiques. Donc ça, c'est notre photo de repas de Noël de l'année dernière. On est à peu près une cinquantaine de personnes. Donc, je vais commencer pour rappeler que ce projet DataSys Food que je vais présenter par la suite a eu un prix. C'est le prix de la science ouverte. Vous avez ici le prix en lui-même. Je vais revenir dessus un petit peu plus tard. Et donc, en fait, il a été récompensé par le ministère de la Recherche, de l'Enseignement et de la Recherche, parce qu'on a considéré on a réussi à relever le défi pour créer des conditions de réutilisation des données et surtout et donc des logiciels et qu'on a réussi à faire ça correctement. Donc, je vais essayer de présenter ce qui est décrit ici. Donc maintenant, c'est peut-être pas très évident. Donc on est sur une démarche, on utilise les principes FAIR. On a on a utilisé les technologies du web sémantique et on a construit une ontologie qui s'appelle PO2. Et c'est à travers cette présentation que j'ai essayé de donner un petit peu l'intuition de ce que nous avons fait dans ce projet-là. Une très belle photo avec en haut, c'est la séance, c'est quand il y a eu la remise des prix il y a presque un an. Et à droite, en bas, vous avez les différents prix qui ont été offerts. Donc, nous, on a reçu une des 12 qui sont dans l'image de droite. Donc, le contenu de ma présentation, je vais commencer pour présenter un petit peu le périmètre du projet DataSys Food, donc le consortium, les cas d'études, son contexte et les finalités. Après, je vais insister, le cœur de ma présentation, ça va être sur la solution qu'on a proposée, que nous, on appelle un écosystème PO2. Je vais y revenir, je vais montrer comment on sait structurer, gérer et interroger les données.
Et ensuite, je vais conclure cette partie sur PO2 en revenant sur les cas d'études et présenter les résultats à la fin du projet et les conclusions du projet à la fin du projet. Et après, je vais finir ma présentation avec une sorte de mise en perspective où on est maintenant. Donc, je vais commencer avec ce projet DataSus Food, qui est un projet qui a été financé par l'ANR. La coordinatrice de ce projet, c'est Caroline Pénicaud, qui est chercheure à l'INRAE dans l'unité Seafood, qui est à Saclay située aussi. Et le consortium, que je le montre parce que je trouve que c'est très important de montrer qu'on a des compétences très diverses. Donc, du point de vue des unités de recherche, ce sont trois unités de recherche qui sont à l'INRAE. Donc, la première, c'est BIA, qui est spécialisée dans... Donc, on a collaboré avec Magali Weber, spécialisée dans la structuration du vocabulaire et les ontologies. L'autre unité de recherche qui a été impliquée dans ce projet, c'est YAT. C'est une unité qui est à Montpellier, spécialisée elle aussi dans le web sémantique, de l'éontologie, intégration de données de sources hétérogènes, outils de décision multicritères aussi. Notre unité de EMIA Paris-Saclay que je vous ai présentée au début en essayant de nous présenter. Donc, nos domaines de compétences, à moi et à Stéphane, ce sont la modélisation, l'apprentissage statistique et informatique, les ontologies et le techno du web sémantique. Et Stéphane a été impliqué dans le développement de beaucoup d'outils. Ici, c'est présenté AtWeb et l'outil actuel PO2. De ce consortium du projet DataSus Food, on a eu aussi des plateformes en informatique de l'INRAE, la plateforme MINS, qui est une plateforme d'analyse multicritère de la durabilité et de mise à disposition d'outils informatiques pour l'évaluation multicritère des systèmes agricoles et agroalimentaires. Et une autre plateforme qui s'appelle Plastic, qui est une plateforme logicielle pour l'analyse des signaux et de leur traitement, d'intégration de données et de connaissances. Donc, je l'ai dit dans le début de ma présentation, on a eu 4 cas d'études. Je vais revenir plusieurs fois sur ces cas d'études. Donc, euh, le premier cas d'étude concerne l'étude de la variabilité des impacts environnementaux des fromages. C'est un cas d'étude qui a été porté par l'équipe Safe Donc, Caroline Pénicaud, la coordinatrice du projet, et une de ses doctorantes, Adéline Cortési. Donc, c'est une équipe qui était spécialisée dans l'éco-conception des aliments, bioproduits, bioprocédés et procédés alimentaires. Donc, en entrée, on avait des données de fabrication de fromage et des données d'inventaire pour l'analyse de cycle de vie. Et on voulait que ces données-là soient exploitables et réutilisables. Deuxième cas d'étude dans le cadre de ce projet, c'était porté par une équipe d'AgroCampus Ouest spécialisée dans le génie des procédés et produits laitiers. Donc, on voulait prédire les performances des opérations de microfiltration de lait en sachant qu'on avait des technologies différentes et des données incomplètes. Le troisième cas d'étude, il est porté par l'équipe IAT de Montpellier avec Patrice Buch, le chef de l'équipe, et Mélanie Muche qui était en thèse à l'époque du projet. Donc, c'est pour aider à la formulation des emballages alimentaires biocomposites. Et la question de recherche qui s'est posée, c'est quelle est la composition pour atteindre des caractéristiques mécaniques, quelle est la composition de l'emballage pour atteindre des caractéristiques mécaniques souhaitées, sachant qu'on peut combiner, on peut jouer sur la composition de la biomasse et on connaît les caractéristiques de la matrice pour avoir un emballage alimentaire biocomposite. Ah, pardon. Quatrième cas d'étude, c'est pour relier la perception sensorielle des consommateurs aux autres propriétés des aliments. Donc, dans ce cas-là, l'équipe porteuse de cas d'étude, c'est une équipe
de Dijon, d'AgroSud Dijon, spécialisée dans la mécanisme physico-chimique, biologique et physiologique de la perception sensorielle. Donc, en fait, on avait des caractéristiques sensorielles des aliments, on avait des évaluations par les consommateurs et en fait, on voulait trouver des relations entre les procédés de transformation, l'éco-conception, la composition et la qualité sensorielle ou des relations entre la composition, la rhéologie et les propriétés sensorielles. Donc, ces 4 cas d'études ont représenté, on va dire, la, nous ont donné les questions que nous, on appelle les questions de compétences et les besoins de développement futur. Donc, pour resituer le contexte général dans lequel se situe le projet, c'est pour aller vers des systèmes alimentaires plus durables. Un système alimentaire, ça peut être à partir de la, de la production. Là, ce sont du blé. Après, la transformation, la vente et l'alimentation et qu'est-ce qui se passe en fin de vie d'un produit alimentaire. Donc, les études montrent que 30% des émissions à effet de serre et 25% des impacts environnementaux sont dus à au système alimentaire et que je pense que c'est pas nouveau, qu'il y a des problèmes de santé liés à l'alimentation. Et donc, le pari qu'on a fait en lançant ce projet, c'était que si on a des données pour décrire, on a des données pour décrire, analyser et évaluer ces systèmes, on peut essayer de répondre, on peut mieux faire les choses que pour des systèmes alimentaires questionnés. Donc, pour répondre à ce besoin de données, il y existait des initiatives, donc on n'est pas parti de zéro. Peut-être vous connaissez le World Food Database, c'est une base de données avec l'empreinte environnementale des produits agricoles et alimentaires. En France, plus connu, c'est Agribalise. Et qu'on veut essayer de lier, c'est l'empreinte environnementale des aliments qu'on veut essayer de lier avec la composition nutritionnelle des aliments. Ceux qui travaillent sur ces sujets-là savent que c'est pas du tout une question facile. Et en fait, on constate que les données sont pauvres sur l'étape de transformation des produits. Donc, c'est pour ça que c'est là que nous, on a essayé d'apporter des contributions donc sur la représentation sur la collecte des données concernant les procédés de transformation. Je rappelle qu'on est à des échelles qui peuvent être de l'échelle d'un pilote artisanal, laboratoire, industriel. On a cette ambition et qu'on veut faire de ce qu'on appelle de l'évaluation multicritère. Donc, les finalités de ce projet, c'était de quantifier et comprendre les impacts des activités humaines sur l'environnement. C'était de pouvoir faire de l'éco-conception, donc entre autres reformuler les aliments et éventuellement faire une meilleure conception d'équipements et mettre à disposition les données et soutenir un affichage environnemental. Et l'enjeu, comme je viens de le dire, c'était de collecter et de gérer les données. Et on s'est situé dès le début du projet dans un contexte de sciences ouvertes et on voulait s'inscrire au mieux dans cette démarche, que les données soient faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables, ce qu'on appelle FAIR. Donc, si on revient maintenant aux besoins qu'on a dans notre projet très concret, on a constaté, je pense que c'est pas le seul projet, que nos données d'intérêt sont hétérogènes aussi bien dans le format que dans leurs sources. Elles proviennent de plusieurs disciplines, comme par exemple la microbiologie, la biochimie, la nutrition, la physico-chimie et génie des procédés. Elles sont complexes, donc c'est pas évident si on navigue entre les disciplines, de comprendre qu'est-ce que c'est une perception sensorielle, comment on évalue un impact environnemental et comment on qualifie les performances des usages. Donc, c'est vraiment des données qui sont, qui sont très complexes, on va dire, complexes, multidisciplinaires et hétérogènes. Et donc, notre réponse, c'était de les ouvrir. Donc, déjà, les ouvrir, c'est pour pouvoir les réutiliser.
avec d'autres outils. C'est ce qu'on appelle l'interopérabilité au niveau des données. Et ces données, on espère on espère au début de projet, et ça s'est réalisé, de produire de nouvelles connaissances, aider à la décision, les coupler avec des systèmes, des modèles systèmes multi-agents. Donc, on a des résultats, je vais les montrer vers la fin de la présentation, de comment on commence cette phase de collecte et de structuration des données nous a permis de relier avec d'autres outils. Donc, la réponse que nous avons donnée à comment réutiliser, à la question de comment réutiliser et exploiter ces données, c'est d'avoir proposé un workflow, donc qui permet de structurer, de gérer et d'interroger les données. Et en fait, c'est à partir de ce workflow-là que je vais structurer la suite de ma présentation. Donc, pour structurer les données, je vais rentrer dans les détails un peu plus loin. Là, on est à un niveau très, très macro. Donc, pour structurer, on a proposé un modèle qu'on appelle PO2. Je vais le présenter un peu plus en détail. Et aussi un vocabulaire pour annoter les données. Pour gérer ces données, on a proposé un outil qui s'appelle PO2 Manager, qui permet la gestion du vocabulaire et qui produit une base de données graph avec ces données. Et pour interroger, on a un deuxième outil qui s'appelle Spock, qui lui permet d'interroger les données d'une façon plus conviviale que du Sparkle, et qui permet aussi de publier les données dans l'entrepôt institutionnel. Donc, je fais une petite parenthèse parce que je vais rentrer un petit peu plus dans les détails un peu des détails techniques. Donc, toute notre approche pour développer ces outils-là et ces modèles sont basés sur les standards de W3C. W3C, c'est le consortium qui gère le web. Donc, on est dans une approche web sémantique, ce qui est, pour rappel, pour ceux qui peut-être pas, c'est un modèle qui permet de lier et structurer l'information sur le web. C'est une extension du web, c'est standardisé par un consortium, donc on ne fait pas n'importe quoi. Et c'est basé sur le modèle RDF. C'est peut-être, je ne sais pas si vous connaissez, ça c'est la pile de standardisation du W3C. Donc on peut voir que le RDF, c'est une des couches qui sont vers la base de ce modèle. Et je vais utiliser donc du RDF. On va parler un petit peu d'ontologie et du langage OWL et de langage d'interrogation Sparkle. Donc, c'est pour dire qu'on s'inscrit pleinement dans ce modèle de, de structurer l'info. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, quand on utilise dans notre domaine le mot ontologie, c'est une représentation structurée et formalisée d'un vocabulaire partagé d'un domaine. Donc, ça veut dire qu'on a un consensus entre les experts du domaine, que c'est basé sur un formalisme logique et que c'est exploitable par la machine. Donc, on est dans ce cadre très précis. Et donc, si vous pouvez voir sur le schéma qu'on a proposé, il y a les logos donc l'ontologie, le modèle initial est né en OWL, la base de données en RDF, et je vais montrer par la suite que Spock utilise le Sparkle. Donc, on est en plein technologie. Donc, la suite de ma présentation, ça va être justement sur cet écosystème PO2. Donc, je vais montrer comment on peut structurer les données, les gérer et les interroger. Ça va être un petit peu technique, mais j'espère que vous allez pouvoir suivre. On a fait exprès que il y a beaucoup de dessins, beaucoup de captures d'écran. C'est pas de la démonstration live. Donc, pour structurer, on a proposé un modèle et un vocabulaire. Le modèle s'appelle PO2. Ça vient du Process and Observation Ontology. Donc, c'est une ontologie qui qui propose des concepts et de relations pour représenter des processus de transformation, des composants en entrée et en sortie,
des matériels et des méthodes, des propriétés mesurées observées et des observations à différentes échelles. Donc, ce que vous voyez dans la partie droite du transparent, c'est une vue très simplifiée de ce modèle, mais qui reprend un petit peu, qui montre les liens qui existent entre les différents concepts. Je vais y revenir dessus. Donc, ce qui est très important parce que la version initiale de cette ontologie n'était pas alignée sur les standards existants. Donc, à partir de 2016, on avait fait un gros, dans le cadre d'une thèse, on avait fait un gros effort de s'aligner avec les standards qui existent. Donc, entre autres, celui qui est le plus proche, c'est le SOSA SSN, c'est le standard pour les capteurs. Time Ontology QDT, Schema.org ou BFO. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On peut trouver ces explications dans les publications qui sont associées à ce modèle. Il est disponible, donc vous avez en bas, vous avez ici le lien où on peut trouver euh, toutes les informations liées à ce modèle et on peut le retrouver sur de recherche DataGo. Donc, si on rentre un petit peu on essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce modèle-là, on peut représenter des données, comme par exemple la température. Si on veut stocker 10 degrés Celsius, on va pouvoir stocker, on sait que c'est un attribut qui s'appelle température. On a le degré Celsius, une valeur min et une valeur max. On peut stocker des intervalles, on peut stocker aussi des données qui sont qualitatives, comme par exemple que la texture est fondante. Donc ça permet, on est sur des données qui sont riches et qui sont accompagnées de plein d'informations. Ce n'est surtout pas pour faire peur, mais là, c'est une capture d'écran du vrai modèle, de corps modèle PO2. Donc, là, on peut voir qu'on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure, qu'un processus est constitué d'étapes, de steps, qu'il a comme entrée différentes compositions d'entrée-sortie. Et après, tout ce qui est en vert clair, ce sont des concepts qui sont équivalents importés du standard SOSA SSN, qui est actuellement la norme, on va dire, la recommandation de comment représenter les choses. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais plutôt vous montrer comment ce modèle nous sert à bien saisir les données des applications. Donc ça, c'était pour montrer que le modèle existe et qu'il est bien implémenté. Donc, pardon, je pense que je suis allée trop vite. Voilà, c'est ça. Donc, si on revient, oui, une dernière chose, si on revient au cas d'étude, parce que là, le modèle que je vous ai montré, c'est un modèle de très haut niveau, c'est pour ça que nous, on l'appelle Core, dans le sens où il est générique et il peut s'appliquer à des multiples projets. Mais si on revient sur le premier cas d'étude dont j'ai parlé tout au début, donc si on s'intéresse aux impacts environnementaux des fromages, on a besoin d'un vocabulaire. Donc le vocabulaire, c'est une spécialisation, une extension de notre modèle corps. Et donc, par exemple, ici, vous avez une capture d'écran du vocabulaire et on voit qu'on peut spécialiser la partie process, par exemple, en des process planifiés ou des process physiologiques. Les étapes, on peut les structurer en étapes de transformation et ainsi de suite. Donc, on peut préciser et donner une hiérarchie de ces différents concepts. Donc, en fait, la partie PO2 Component Process Step Scale Méthode matérielle et attribute, ce sont les points d'entrée pour chaque application où on va spécifier le vocabulaire de cette application. Je vais peut-être revenir un petit peu plus tard si besoin sur ce transport. Donc, PO2 transformons, c'est le dernier vocabulaire, c'est le vocabulaire qui est en cours de construction, qui est bilingue et qui permet de décrire des itinéraires de transformation et de caractérisation.
On peut retrouver ces informations-là sur une publication qui est de 2023. Je vais revenir à la fin de la présentation pour le lien. Donc, pour avancer dans la présentation, de cet écosystème PO2, je vous ai montré comment on fait pour structurer les choses et pour les gérer, parce qu'en fait, bon, on a constaté que c'est pas facile du tout à s'approprier le modèle et à faire facilement les choses. Donc, c'est principalement Stéphane Dervaux qui est à la manette de la construction de cet outil qui s'appelle PO2 Manager, qui permet une interface conviviale pour pouvoir gérer le vocabulaire. Je vous ai montré qu'en fonction de chaque cas d'étude, on a besoin de construire un vocabulaire. Et le résultat donc tout est basé sur le modèle PO2 et voilà, le vocabulaire PO2 Transformons. Et on stocke ces données dans une base de données graph, donc on appelle PO2DB. Donc le PO2 Manager, il existe pour Windows, Linux ou Mac. Et j'ai quelques captures d'écran pour montrer un petit peu comment on peut l'utiliser. Donc, sur cette capture d'écran, on peut voir qu'on a dans le cadre du projet fromage, on a plusieurs étapes, donc cleaning, meal processing, on a plusieurs étapes de fabrication. Et donc à droite, ici, on peut les voir, ces étapes avec visuellement, c'est peut-être plus parlant. Et on a ici un autre itinéraire qui est un peu plus compliqué et dans un autre projet. Et moi, je vais utiliser pour expliquer ce troisième exemple, qui est vraiment un itinéraire très, très simple, pour justement montrer que la complexité des données qu'on peut introduire. Donc, on est sur un itinéraire de fabrication de poudre végétale et la première étape, ça s'appelle, on va broyer très finement. On a en entrée des fibres 1 et on a en sortie des fibres 2. Et donc, pour ce processus-là, on est en train de saisir les matériels et les méthodes qui ont été utilisés. On peut spécifier, par exemple, pour l'entrée, la valeur donc c'est 1000 grammes, donc c'est 1 kilo en entrée. En sortie, on a 970, donc on a perdu dans la masse et on peut avoir les paramètres du traitement pour cette étape de ultra fine milling. Donc, on saisit toutes ces informations-là. Donc, cette interface permet déjà de bien s'assurer qu'on a bien les matériels et les méthodes qui existent et de compléter toutes les choses. Et du point de vue, ici, vous avez les concepts utilisés. Je suis de retour à la manette. Je pense qu'il y a un micro qui est ouvert. Est-ce qu'il y a une question? Donc, je vais reprendre. Pour les observations, on a exactement le même principe. On va aider l'utilisateur à saisir des observations. Ce sont des observations qui sont faites pendant l'étape de ultrafine milling. Donc, on peut avoir des observations simples ou des observations sous forme de tableau complexe. Et donc, cette saisie-là se fait à travers soit à travers ces formulaires-là d'interaction, soit avec des feuilles Excel si elles sont déjà bien structurées selon notre format. Une deuxième fonctionnalité de cet outil, c'est qu'on peut gérer le vocabulaire. Donc, par exemple, ici, dans le projet sur les fromages, si on est sur le terme de maturation qui est un sous-process qui est dans Processing, dans Transformation Step. On peut trouver son label en anglais, son label en français. On peut voir si on le retrouve par ailleurs dans d'autres vocabulaires disponibles sur le web. Donc, on a vu comment cet outil PO2 peut nous aider à gérer, à collecter les données.
Pour les interroger, donc on est dans la dernière étape, on a des données, on veut que l'utilisateur puisse y avoir accès pour répondre à des questions. Donc, vous avez ici une capture d'écran du deuxième outil, Spock, ce qui vient pour Simple PO2 Query. Et donc, c'est un formulaire qui permet de sélectionner une base de données. Dans ce cas-là, ce sont les données sur les fromages, de sélectionner éventuellement un process. Ici, ce n'est pas le cas. On a sélectionné, on cherche cream et on a mis un filtre moins de 5 kilos. Et si on lance, on fait exécuter le formulaire, on va obtenir comme résultat quels sont les itinéraires de fabrication fromagère qui génèrent moins de 5 kilos de crème. Et donc, ce résultat-là, donc le résultat de la requête peut être exporté sur le Dataverse. Et c'est un deuxième exemple pour un autre projet. On est dans le Planet Milling. Et là, on va chercher toutes les observations qui sont en dessous de 10 micromètres. Et le résultat, ça va être pareil, un ensemble de résultats. Ici, on a 22 qu'on peut exporter comme tout à l'heure. Donc, les deux exemples que j'ai montrés à travers ces captures d'écran sont pour faciliter l'interaction avec la base de données. Mais pour les experts en Sparkle, on peut avoir ici à travers l'onglet Sparkle, on a accès à un éditeur qui permet d'enrichir, de modifier ces requêtes. Et ça permet de faciliter l'écriture de ces requêtes Sparkle. Donc ici, vous avez la capture d'écran qui montre comment on peut éditer une nouvelle requête. Donc ici, on a une capture d'écran de la publication qui a été générée, une des publications qui a été générée à partir dans le cadre de ce projet. Et donc, elle a été générée à travers Spot. Une petite, juste très rapide information concernant la structure, l'architecture logicielle de PO2 Manager et de Spock. Si besoin, on répondra à la fin à des questions. Donc, on a ici la base de données qui est une base de données graph, elle est en GraphDB. On sauvegarde en MongoDB. On utilise, comme je l'ai dit au début, les standards All RDF. Et s'il y aura des questions, on pourra en revenir sur sur cette architecture logicielle. Ce qui est important à dire, c'est qu'on peut avoir des projets en privé et qu'on peut comment dire, cloisonner l'accès aux différents projets si besoin. Donc, le point suivant de ma présentation, c'est je reviens sur le projet DataSUS Food. J'ai repris les transparents qui ont été présentés lors de la restitution des deux projets, DataSUS Food et Transformons, le 22 novembre 2022, donc il y a déjà 2 ans. Et pour montrer un petit peu qu'est-ce qu'on a réussi à produire à partir des 4 cas d'études que j'ai présentés au début. Bon. Donc, pour le premier cas d'étude qui était étudier la variabilité des impacts environnementaux entre les fromages, on peut voir qu'il y a des publications qui sont sorties, c'était la thèse d'Adeline Cortesi. On a utilisé, pour la réalisation de l'inventaire, on a utilisé un outil qui existait déjà, MinSINOut, et notre outil PO2 Manager a servi pour centraliser les données, les exporter et les exploiter facilement. Et donc là, vous retrouvez l'itinéraire de la fabrication du comté. Et c'est une capture d'écran de PO2 Manager. Il y a un data paper qui a été publié en août 2022 sur ce cas d'étude. Pour le deuxième, celui qui était prédiction de performance des opérations de microfiltration du lait,
Les retombées ont été qu'on a pu identifier des trous de connaissances, on a abordé des nouvelles questions de recherche et on a élargi l'outil à d'autres critères de performance. Les publications, c'est Baudry et al. On les trouve à la fin de la présentation si vous voulez chercher, avoir plus d'infos. Troisième cas d'étude, c'est le cas d'étude concernant les emballages. Je vous rappelle que l'objectif, c'était de pouvoir dire quelle biomasse et quel taux de charge on a besoin pour atteindre des caractéristiques mécaniques souhaitées pour un emballage. Et dans le cadre de sa thèse, Mélanie Munch a mis au point euh, tout ce qu'il faut pour pouvoir évaluer différents scénarios. Un autre cas d'étude, c'était de prédire la solubilité de CO2 dans la composition des aliments. Donc, c'est une troisième publication de Mélanie dans le cadre de sa thèse. Et le quatrième cas d'étude que j'ai présenté au début, qui concernait relier la perception sensorielle aux autres propriétés des produits, c'est que on a réussi on a publié Michel Huissali a publié des résultats concernant justement comme ces relations entre les propriétés sensorielles des aliments, la perception du consommateur et l'alimentation durable, en se basant justement sur les données qui sont stockées dans la base de données PO2. Elle s'appelle PO2 Bagatelle ici parce que je n'ai pas du tout changé les transparents qui étaient présentés en 2022. Donc, si on fait une conclusion sur ce projet Datasus Food, qui, je vous rappelle, est un projet de 2022 à 2024, donc 2020 à 2022, sur 3 ans. Donc, là, on a vu que les outils qui ont été développés, ça a permis de capitaliser les données. Et ces données vont prendre en compte l'expertise et ça permet de structurer et de raisonner dessus. On a une manière homogène de structurer ces données et c'est guidé par l'ontologie PO2 et le vocabulaire PO2 transformant. On peut contextualiser ces données grâce à des métadonnées et on peut publier ces données au format PO2 sur le portail gouvernemental, soit Dataverse, soit Data Inrae. Et pour l'exploitation de ces données, à la fin du projet, on avait déjà réussi à interroger les données par l'outil Spock, interroger de façon conviviale. Dans le cadre de sa thèse, Mélanie avait montré comment on peut coupler le modèle PO2 et donc les ontologies avec des réseaux bayésiens pour faire de l'apprentissage et de la prédiction dans l'incertain. On a vu aussi qu'on peut suggérer de nouvelles expérimentations parce qu'on a découvert des trous de connaissances quand on a mis ensemble toutes les données. On peut lier automatiquement avec d'autres sources de données qui sont structurées par une ontologie. On fait des requêtes fédérées sur ça. Et après, on peut étendre l'approche pour en amont de l'itinéraire. Donc, ça, c'était ce qu'on a constaté déjà à la fin du projet. On a constaté aussi que c'est quand même pas si facile que ça d'adapter les données dans le format PO2 parce que c'est chronophage en phase de transition et un travail d'interprétation. Et en fait, pour vraiment arriver à faire les choses correctement, ce n'est pas si évident que ça. D'où ce qu'on va dire maintenant, c'est qu'on préférait qu'on se mette à table avec les experts avant de saisir les données, avant de faire la collecte, pour qu'elle soit le plus facile à rentrer dans ce format PO2. Donc, qu'on a besoin, en fonction du domaine d'application, on a besoin d'enrichir ou de réutiliser le thésaurus du domaine, dans le vocabulaire du domaine. Et ça aussi, c'est chronophage si on veut être exhaustif et vraiment bien faire les choses. Et ce qui manque, et ça manque toujours parce que on est dans une autre dimension, c'est vraiment d'être automatique full sur le liage de données parce que ce n'est pas du tout, c'est tout un pan de recherche en informatique et c'est pas évident.
Donc, je l'ai déjà dit, DataSUS Food s'est terminé le projet en 2022. Donc, on a participé au Printemps de la donnée. C'était une initiative INRAE pour présenter les projets. À l'époque, on avait fait 4 webinaires pour présenter 3 cas d'utilisation et les outils. Donc, je pense qu'ils sont pas encore disponibles. Ils ne sont plus disponibles sur le web, mais ils ont été enregistrés. Et donc, ça montrait bien toutes les capacités des outils et des applications. Comme je vous ai promis, ici, vous retrouvez notre dernière publication qui date d'il y a un an sur Nature Science of Food. Donc, elle reprend en fait les 4 cas d'usage et ça explique bien comment les choses ont été faites. Et je l'ai montré au début, le projet a eu un prix de la science ouverte. Les outils qui ont été développés sont disponibles et sont publiés. Les jeux de données, je pense qu'ils ne sont pas tous ici, mais les jeux de données générés pendant ce projet sont aussi disponibles. Et s'il faut montrer quelle est, on va dire, l'équipe projet qui a été a mis en œuvre pour développer DataSUS Food, vous avez ici Stéphane et moi de EMIA Paris-Saclay dont j'ai déjà parlé. Vous avez Alric et Patrice de YAT. Et Luc de YAT, vous avez Magali Weber de BIA Nantes, Mélanie Muche qui était en thèse pendant ce projet, et il en manque, mais je vais revenir sur nos collaborations. Donc, si on regarde un petit peu quelles sont les perspectives côté, on va dire, développement informatique, c'est on s'est rendu compte qu'on aurait besoin d'un outil de construction collaborative d'ontologie. On aimerait bien de coupler les choses avec des applications d'intelligence artificielle et qu'on a besoin de mieux gérer les gros jeux de données. Et aussi, la dernière chose, on aimerait bien améliorer l'interface logicielle. Du point de vue des projets, donc on est dans un projet qui s'appelle Fermentons, développe le vocabulaire pour décrire les processus de fermentation. On a 2 autres projets, Fer Carbone, Slam B et ICAM, qui sont basés sur notre modèle et sur les outils, donc ce qu'on appelle l'écosystème PO2. Et donc, si on affiche maintenant toutes nos collaborations, on a un large panel d'experts en biologie des plantes, en microbiologie et nutrition humaine. Donc, il faut remercier à toutes ces personnes-là pour être arrivés à l'état actuel de nos logiciels. Et c'est tout, je vais m'arrêter ici. J'ai arrêté le partage d'écran parce que je ne vois rien. Voilà. Merci.